Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode anniversaire de Longshot. Car oui, ça fait maintenant 1 an que je suis présent sur YouTube. Le temps d'ouvrir une bouteille de bière et de vous envoyer à tous beaucoup d'amour, lançons l'épisode d'aujourd'hui. C'est quand même pas fréquent qu'un film entier soit basé sur une formule de maths. Le film que je vous propose aujourd'hui suit une formule toute simple. Aladdin plus Space Jam égale Kazam. Paul Michael Glaser, de son vrai nom Paul Manfred Glaser, est un acteur américain né en 1943. Après quelques petits rôles ici et là, Glaser rencontre le succès en 1975 en interprétant Starsky dans la série télé Starsky et Hutch. C'est pendant ces 4 années à jouer au détective qu'il commence à s'intéresser au travail derrière la caméra. Une fois la série arrêtée, Glaser effectue encore quelques petits boulots d'acteur dans des téléfilms avant de se pencher un peu plus vers la réalisation. Avec un coup de pouce de son pote Michael Mann, il dirige une poignée d'épisodes de Miami Vice, puis tourne son premier long, Le Mal par le Mal, en 1986. Un an plus tard, il rencontre le succès avec Running Man, un film d'anticipation devenu culte, puis, au début des années 90, il réalise The Cutting Edge puis The Year Up There, deux films qui, sans faire d'éclat, donneront à Glaser une image de réalisateur fiable. Pendant ce temps, à Veracruz... Shaquille O'Neal est né le 6 mars 1972 à Newark, dans le New Jersey. À 13 ans, Shaq était déjà un beau bébé qui avoisinait les 2 mètres pour 100 kg, ce qui lui valut d'être repéré par le coach de la Louisiana State University. Après une première saison satisfaisante à LSU, Shaquille collectionne par la suite les titres de meilleur joueur à l'échelle régionale et nationale, grâce à une moyenne folle de 26 points, 14 rebonds et 5 contres par match sur 2 saisons. Plus que les statistiques, c'est le jeu de Shaq qui attire l'attention. Le bonhomme en impose avec ses 2m15 et 120 kg et domine ses adversaires au propre comme au figuré, que ce soit par sa force pure ou par ses mouvements post-bas. Son physique ne freine en rien ses capacités athlétiques, et il n'est pas rare de voir Shaq exploser des panneaux. O'Neal quitte la fac en 92 et sera drafté en NBA au premier choix par les Orlando Magic. Sa place dans la Dream Team lui est chippée par Christian Laettner, mais il aura sa revanche grâce à une carrière pro beaucoup plus remplie. 4 titres de champion, 1 titre de MVP, 2 fois meilleur marqueur, rookie de l'année en 93, champion du monde en 94 et champion olympique en 96. Retraité depuis 2011, Shaquille a sa place par les meilleurs pivots de l'histoire. Malgré tout ça, le basket n'était pas assez pour Shaquille. En avance sur son temps, le joueur veut diversifier sa marque dans les jeux vidéo, dans la musique, dans le cinéma, dans la restauration, mais aussi dans l'immobilier et même en bourse, puisqu'il a investi avant quasi tout le monde dans 2 petites entreprises du nom d'Apple et de Google. Pour ce qui est de la musique, la carrière de Shaquille le rappeur ne dépassera jamais le stade de curiosité. Au cinéma, Shaquille l'acteur fait ses débuts en 94 dans Blue Chips, un film de William Friedkin avec Nick Nolte, dont on parlera sans aucun doute dans un prochain épisode. En 95, on lui propose le rôle-titre dans Kazam, le nouveau projet de Paul Michael Glaser. Voici l'avis de l'intéressé. J'étais un délinquant juvénile qui avait toujours rêvé de jouer dans un film. Quelqu'un m'a dit « Tiens, voilà 7 millions de dollars, viens jouer au génie ». J'allais quand même pas dire non. On sent l'implication sans faille. L'idée du film Kazam émerge au printemps 95 lors d'une rencontre entre Glaser et l'agent de Shaquille, Leonard Armato. Le contrat est rapidement signé, mais le problème, c'est que Shaq, en tant que basketteur professionnel, n'a pas beaucoup de temps libre à consacrer au film. En fait, il est disponible entre la fin des playoffs et le début du camp d'entraînement de la saison suivante, soit en été et au tout début de l'automne. Ce qui donne à Glaser et aux producteurs 2 options tout aussi casse-gueule l'une que l'autre. La première, c'est rusher la pré-production pour un tournage à finir à l'arrache avant fin septembre 95. Et la deuxième, c'est attendre 1 an, au risque que le film soit abandonné par le studio, pour finalement quand même tourner à l'arrache en 96. Ils vont choisir le premier. Le film a la particularité d'être le premier projet de Glaser en tant que scénariste, si on occulte un petit épisode de Starsky et Hutch. Du coup, pour l'aider à l'écriture, la Warner fait appel à Roger Soffer et Christian Ford, sans emploi depuis que le 4e film des Tortues Ninja a été abandonné. Le duo possède à son actif un épisode de Star Trek Deep Space Nine. Et c'est tout. Pour donner la réplique à Shaquille, on dégote Francis Capra, découvert 3 ans plus tôt par Robert De Niro, pour le film Il était une fois le Bronx. Dans le reste du casting, on retrouve Marshall Manesh, qui a joué dans True Lies, le remake américain de La Totale, ainsi que le Paul Rudd du pauvre et un caméo du sosie de Kevin Smith. Après quelques semaines de travail intense, le tournage prend fin dans les délais en septembre 95. Kazam sort aux États-Unis le 17 juillet 96 et en France le 23 octobre 96. Le film commence dans un New York tout rose alors qu'on découvre le personnage principal, Max, un préado rebelle au look improbable. What kind of maniac would steal the motor to our Hoover? Put a squirrel in your shorts. Let me make this perfectly clear. Next time you do that, I'm donating your brain to science, okay?
Vous l'aurez compris, et c'est habituel chez Glazer, le héros du film est quelqu'un d'absolument exécrable. Bref, Max a du mal à se faire à l'idée que sa mère veuille divorcer de son père, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, pour épouser Travis, un pompier super gentil mais qui est un peu maladroit dans ses paroles. Listen, Max. I don't intend to take the place of your father. It's just that I love your mom and I want to marry her. Il se trouve que Max a aussi des ennuis à l'école. Des rebelles encore plus rebelles que lui finissent par le pourchasser en ville et le coincent dans un immeuble en ruine. Bien sûr que non, Max n'a même pas une égratignure, mais dans sa chute, il a réveillé le génie de la boombox qui traînait par là. Who dare to wake me? Ain't gonna make this a mystery. Don't wanna do time on your wishes 3. Après avoir récité les poèmes qu'il avait écrits en 4ème, Shaq explique à Max qu'il est un génie et que le gamin a droit à 3 vœux, tant que c'est des vœux matériels. Mais Max n'en a absolument rien à foutre et n'apparaît même pas impressionné quand Kazam se téléporte devant lui. You want to pull the wool over someone's eyes? Go get a sheep, okay? Donc, pendant que Kazam se suicide en essayant de s'échauffer, Max retourne chez lui pour trouver les papiers du divorce de ses parents que sa mère a laissé traîner sur la table de la cuisine, rien de plus normal. Grâce à l'adresse sur les papiers, Max décide d'aller rencontrer son père dans son bureau / entrepôt / salle de concert, suivi par Kazam qui impressionne par sa taille mais pas par son humour. Tell me, you booked in? You just come here to scare the hell out of us? Pashaha unjato kas bigra. Thank you. Zaldog Maya. De retour dans sa Batcave steampunk, Max ne croit toujours pas que Kazam est un génie. Du coup, au lieu de porter plainte contre ce mec de 2,15 m qui le harcèle, il décide plutôt de faire une course de vélo avec lui, et c'est seulement après avoir vu les effets spéciaux qui étaient probablement déjà dépassés à la sortie du film qu'il est convaincu. You are a genie! Après son premier vœu, qui consiste en une pluie de placements de produits, Max comprend quelque chose. Until I make those last 2 wishes, I own you. Don't I? Quel gamin adorable! Il est si mignon ce petit esclavagiste! Bon, en face, Shaq est pas tellement mieux. Il demande au gamin de se dépêcher de faire ses 3 vœux, comme ça il peut retourner pioncer tranquille dans sa boombox, et il arrête pas de le faire chier aussi. All right. Max emmène donc son génie esclave pour aller voir son père une deuxième fois devant ses employés très bon public. Let this kid in here. What's this, an amusement park? Le lien de parenté enfin établi, le père de Max lui donne des passes pour aller en coulisses au concert de The Brat et Salt and Pepper. Alors là aussi, je crois que c'était déjà dépassé à la sortie du film. Eh ben dis donc, quelle ambiance! Il y avait plus de bruit à la répétition de High School Musical. Les rappeuses repèrent Kazam dans le public et l'invitent à chanter, parce que bon, fallait bien que Shaquille vende ses albums. Alors je sais que vous vous attendez à ce que je critique son rap, mais je le ferai pas. Parce que je sais qu'il y a bien pire. A partir de là, il y a une boombox qui fait des feux d'artifice, une histoire de cassettes et de CD piratés qui valent des millions, un méchant qu'on voit qu'il est méchant parce qu'il est étranger et qu'il a une queue de cheval, Kazam qui est célèbre d'un coup, Max qui se la joue Seigneur des Anneaux, un gros plan sur de la bouffe, bref c'est le bordel dans le scénar, je vais aller directement à la scène d'après. Max se réveille le lendemain matin, après avoir passé la nuit avec Shaq apparemment, il se plaint que Kazam pue, et du coup Kazam prend une douche... Bon, scène suivante. C'est le petit déjeuner, Shaq essaye de faire de l'impro je crois, et nos 2 héros mangent du pain perdu. Scène suivante. Kazam annonce à Max que c'est lui le responsable pour Pompéi, super, et qu'il a décroché un contrat pour un album de rap.
I did have this friend in 1000 BC. We discover a bevy of bathing beauties. You got to listen to my rap from bell to bell. Those babies had rabies, and we was in Hades cause we moved with the harem of the prince of Octavia. Bob your head, Max. Ah mais non, mais je sais ce qui se passe. On a déjà vu ça des centaines de fois dans les films et dans les dessins animés. En fait, Max va se réveiller dans le bâtiment abandonné du début du film et découvrir que tout ça, Shaq, son père, les toasts volants, c'était juste un rêve qu'il a fait après être tombé de 15 étages. Et juste avant le générique, on aura droit à une fin ouverte avec Kazam qui regarde vers la caméra et qui voudra dire que peut-être tout ça, en fait, c'était quand même un peu vrai. Non ? Vraiment pas ? C'est vraiment ça l'histoire du film ? Ok... Bon, l'intrigue démarre enfin au bout d'1 heure de film avec le méchant qui comprend que Kazam est un génie et qui veut mettre la main sur sa boombox pour devenir l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. On appelle ça faire une Jafar. Il fait aussi pression sur le père de Max, ce qui pousse le gamin à rechercher Kazam et à se téléporter à travers un verre d'eau parce que la logique c'est pour les bons films. La carrière musicale de Kazam explose puisqu'il a déjà droit à son propre concert. Le méchant en profite pour voler la boombox, tabasser le père et kidnapper Max. Mais pas de panique, le père devient d'un coup un expert en combat rapproché et débute la grande scène d'action tout seul, pendant que Shaq promeut son nouvel album, tranquille. Alors je sais que ça intéresse beaucoup de monde, la carrière musicale d'un génie vieux de 5 millénaires. Mais putain, on en est à la baston finale et le film laisse le mec de 2m16 et 140 kg sur la touche. On aurait pu avoir une scène d'action épique, Shaq contre 10 méchants. Et même quand le scénario se souvient qu'il a un tank en réserve et qu'il le lance dans l'action, c'est tout pourri, c'est cadré et c'est monté à l'arrache. Une fois sur deux, on voit pas Shaq et les coups dans le même plan. Donc Kazam tabasse tout le monde gentiment avant de s'en prendre au grand méchant. Il le transforme en grosse boule et le dunk dans un conduit d'aération. Je crois que je préfère encore les tirs à la dernière seconde. Shaq ressuscite Max. Ah ouais, parce qu'en fait Max était mort entre temps. J'étais trop occupé à râler pour vous le dire. Désolé. Shaq ressuscite Max donc, et grâce à ça, il devient une sorte de demi-dieu dans une scène sacrément perchée qui fait mal aux yeux. Max fait la paix avec sa mère, accepte son nouveau beau-père, son père est prêt à se racheter et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le film se termine par le premier semblant de comédie de la part de Shaq et un gros plan bien ridicule sur la tête du gamin. Est-ce que je vous ai dit que ce film était mauvais ? L'intrigue se barre dans tous les sens, l'humour est au niveau 0, les personnages principaux sont énervants et jamais attachants, la connexion entre eux n'est jamais crédible, il y a des éléments de scénario qui sont juste là parce que ça marchait dans d'autres films, Shaquille ne sait pas jouer, et j'en profite pour dire qu'il passe les 3/4 du film à faire des putains de rimes, le ton hésite constamment entre réalisme sérieux et comédie débile, la mer est relou, l'univers n'a absolument aucune logique, mais alors vraiment aucune, la musique est naze, les scènes dramatiques ne marchent pas, c'est laid, c'est commercial, c'est limite raciste, c'est parfois franchement inconfortable, et surtout, c'est d'un chiant. On n'atteint même pas le point du tellement nul que c'en est bon. C'est juste nul. Vous allez peut-être me dire que c'est un film pour gosses, mais je vous rappelle qu'un film pour gamins ne veut pas forcément dire film de merde et vice-versa. D'ailleurs, vice-versa est un très bon film pour gamins. Kazam est un navet total et je retire tout le crédit que j'ai pu donner à Glazer pour The Air Observer. Tiens, regarde ça. C'est quoi ? Regarde. I'm Elizabeth Glazer. 11 years ago, while giving birth to my first child, I hemorrhaged and was transfused with 7 pints of blood. 4 years later, I found out that I had been infected with the AIDS virus and had unknowingly passed it to my daughter Ariel through my breast milk. Ça, c'est Elizabeth Meyer Glazer, la femme de Paul Michael Glazer à la Convention démocrate en 1992. Après s'être battue pendant plus d'une décennie contre le sida, Elizabeth Glazer décède en décembre 1994, succombant à un virus qui avait déjà tué sa fille à l'âge de 7 ans. Son mari n'arrive pas à s'en remettre, et lorsqu'on lui propose de faire un film avec Shaquille O'Neal en vedette, il trouve l'idée de Kazam et jette toute son énergie dans le projet. On peut comprendre que, perturbé par ses pertes tragiques, Paul Michael Glazer n'a pas que de bonnes idées, mais les producteurs et les co-scénaristes ont un peu trop pitié de lui pour lui refuser des choses et le planning serré n'arrange rien. De son côté, Glazer est incapable de prendre du recul sur ce qu'il crée, voulant à tout prix finir le film pour rendre hommage à sa femme et à sa fille et redonner un peu de joie et d'espoir à son fils, lui aussi atteint du VIH.
Bon ben... on va essayer de voir le bon côté des choses. Je vais pas vous mentir, le film reste mauvais, mais vu les circonstances, je me sens plus trop de le critiquer aussi vivement qu'avant. L'idée de départ, un gamin qui a droit à 3 vœux matériels, est très intéressante. Certes, c'est pas nouveau, mais il y a un nombre gigantesque de possibilités qui en découlent. Pour le coup, le film laisse les vœux au second plan et c'est bien dommage. Les dimensions de Shaquille en font un très bon choix pour un rôle de génie. Ce mec ne paraît pas humain à la base, donc c'est parfait pour un film fantastique, il n'y a même pas besoin d'effets spéciaux. En plus de ça, utiliser le Shaq dans une comédie, là aussi, ça a un potentiel fou. Shaquille O'Neal est déjà un personnage à la base, toujours prêt à faire le show. Ce mec a une bonne gueule, il possède un charisme certain et un vrai sens de la déconne. C'est pas pour rien que dès qu'il a pris sa retraite sportive, la chaîne TNT l'a engagé pour présenter chaque semaine un bêtisier des actions NBA, bêtisier qui n'existait même pas avant l'arrivée de Shaq à l'antenne. Malheureusement ici, on ne lui a pas donné assez de liberté, et au lieu de faire l'imbécile, Shaquille doit faire l'acteur, quelque chose qui ne s'improvise pas comme ça. Au final, il se retrouve juste à faire des grimaces toutes les 5 minutes. Je mettrai aussi dans les points positifs que s'il n'y avait pas eu Kazam, O'Neal aurait très certainement fait Shaq Fu le film, qui aurait très certainement été pire que ça. Kazam n'a pas été un gros flop à sa sortie. Pour un budget de 20 millions, il en a gagné 19. Le film reste plutôt connu aujourd'hui, mais c'est surtout grâce à la présence de Shaq et à cause de sa nanaritude. La critique ne l'a pas épargné et c'est pas vraiment une surprise. Le film a été si mal reçu que Paul Michael Glaser s'est arrêté de réaliser pendant 5 ans. Et même après ça, il n'a plus jamais fait de long métrage, il s'est juste occupé ici et là de quelques épisodes de séries de 2e ou 3e zone. Aucun des acteurs n'a eu de vraie carrière après coup, même si certains, comme Ali Walker, qui jouait le rôle de la mère, s'en sont mieux sortis que d'autres. Ah, il y a Marshall Manesh aussi, qui joue le méchant, qui a bénéficié du fait d'être un des 3 seuls acteurs indiens à Hollywood. Vous le reconnaissez peut-être parce qu'il a joué le chauffeur de taxi dans How I Met Your Mother. Quant au Shaq, le film n'a eu que très peu d'incidence sur sa carrière sportive, forcément. Après la sortie du film, un transfert aux Los Angeles Lakers l'attendait, où il a formé un duo mythique avec Kobe Bryant. Puis les titres, le trophée de MVP, la domination à outrance de la NBA, et en septembre dernier, la consécration ultime avec son entrée au Hall of Fame. Malgré toute sa médiocrité, le film Kazam n'a heureusement pas mis fin à la popularité ou au talent sportif de Shaquille O'Neal. Mais ça aura au moins coupé ses envies cinématographiques. Oh putain!